Mon frère a fait traîner mon fils de 10 ans par la police, avec des menottes, pour une fausse accusation. Mes parents ont regardé la scène, et n'ont rien fait. Ce que j'ai fait ensuite a détruit toute leur carrière. Mon frère a appelé les flics pour mon fils de 10 ans, en prétendant qu'il avait volé une Rolex à 15 000 €. Mes parents l'ont soutenu. La police a emmené mon enfant menotté, pendant que je sauvais la vie de quelqu'un à l'hôpital. Quand j'ai découvert ce qui s'était réellement passé, j'ai fait en sorte que toutes les personnes impliquées paient pour cela. Voici toute l'histoire. Je suis Carter, un homme de 40 ans, cardiologue dans un grand hôpital de Californie. J'ai un bon travail, une belle maison dans la banlieue, une femme, Rachel, et 2 enfants, Dylan, qui avait 10 ans à l'époque, et Sophie, qui en avait 6. Nous menons une vie plutôt tranquille. Je fais de longues heures à l'hôpital, je rentre à la maison, et j'aide pour les devoirs. Les week-ends sont réservés aux moments en famille. Rien d'extravagant, juste une existence solide de classe moyenne, en faisant ce que j'aime, et en gagnant bien ma vie. Le chemin pour devenir cardiologue n'a pas été facile. 4 ans d'études de premier cycle, 4 ans de médecine, 3 ans de résidence en médecine interne, puis encore 3 ans de spécialisation en cardiologie. À la fin de ma formation, j'avais 32 ans, des dettes étudiantes massives, et je commençais tout juste à construire ma carrière. Mais j'aimais ce travail, la précision requise, l'impact direct sur la survie des patients, et la satisfaction de réparer quelque chose d'aussi complexe que le cœur humain. Aujourd'hui, à 40 ans, je suis cardiologue titulaire depuis 8 ans. Je me spécialise dans les procédures interventionnelles, le genre d'opération où l'on insère des cathéters dans les artères, où l'on place des stents, et où l'on ouvre parfois une poitrine quand les choses tournent vraiment mal. C'est un travail sous haute pression, qui nécessite des mains fermes et les idées claires en cas de stress. Des vies dépendent des bonnes décisions que vous prenez dans les moments critiques. Cette responsabilité ne devient jamais plus légère, mais on apprend à la porter. Mon salaire à l'hôpital est solide, environ 380 000 € par an, en plus des primes pour les gardes et la gestion des urgences. Rachel et moi avons acheté notre maison il y a 5 ans, une propriété de 4 chambres dans un quartier calme, avec de bonnes écoles. Rien d'extravagant, mais très confortable. Nous ne sommes pas des gens tapas à accent grave-l'œil. Rachel travaille à temps partiel comme infirmière scolaire, surtout parce qu'elle aime avoir sa propre carrière et se sentir utile, non pas parce que nous avons besoin d'argent. Nous épargnons, nous investissons, et nous vivons en dessous de nos moyens. La stabilité financière compte pour nous deux. Le domaine médical n'est pas fait pour tout le monde. Les horaires sont brutaux, le stress est constant, et vous tenez littéralement la vie des gens entre vos mains. Mais il y a quelque chose de profondément satisfaisant à réparer un cœur défaillant, à renvoyer quelqu'un chez lui, auprès de sa famille, alors qu'il était arrivé aux portes de la mort. C'est cette satisfaction qui me fait tenir, à travers les semaines de 60 heures, et les appels d'urgence à 3 heures du matin. Mes parents vivent à environ 30 km de là, dans cette grande maison de style espagnol qu'ils ont achetée dans les années 90. L'endroit se trouve sur un terrain d'environ un demi-acre, avec une cour arrière immense, qui ressemble presque à un parc. Ils ont un patio avec un barbecue intégré, un brasero, et même un petit potager dont ma mère s'occupe de façon obsessionnelle. La cour arrière a toujours été l'attraction principale pour les réunions de famille. Il y a plein d'espace pour que les enfants courent partout, pendant que les adultes discutent à l'intérieur. Nous les voyons encore presque tous les week-ends, parce que la famille, c'est important. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Les repas du dimanche étaient une tradition. Ma mère préparait ses repas élaborés, mon père s'occupait du barbecue s'il faisait beau, et nous nous asseyions tous autour de leur table à manger, comme dans une peinture de Norman Rockwell. Dylan adorait y aller, et il demandait toute la semaine quand nous allions revoir papy et mamie. Sophie a toujours été plus silencieuse à ce sujet, plus réservée, mais je pensais que c'était simplement sa personnalité. Elle est naturellement introvertie, ou c'est ce que je croyais. Mon père est à la retraite maintenant, après avoir passé 35 ans comme ingénieur en électricité, avant de raccrocher il y a 5 ans. Une carrière solide, un bon plan de retraite, et il est entièrement propriétaire de la maison. C'est le genre de gars pratique, il répare les choses lui-même, il a des opinions sur la politique et le sport, un père boomer assez classique, en somme. Ma mère était mère au foyer quand Blake et moi grandissions, puis elle est retournée travailler à temps partiel, en faisant de l'administration dans un collège communautaire local. Elle a pris sa retraite il y a 3 ans,
et remplit maintenant ses journées avec le jardinage, son club de lecture, et en se mêlant un peu trop des affaires des autres. Et puis, il y a mon frère Blake, qui a 4 ans de plus que moi. C'est un avocat très en vue, avec son propre cabinet. Ce type s'est fait un nom dans les cercles juridiques de Californie, avec le genre de relation où il connaît les juges, les procureurs, et la moitié du département de police par leur prénom. Et il adore le rappeler à tout le monde. Impossible de faire un repas de famille sans que Blake ne raconte une histoire sur la victoire d'un procès, ou sur son réseau avec quelqu'un d'important. Blake a ouvert son propre cabinet il y a environ 10 ans, après avoir passé 5 ans dans un cabinet de taille moyenne pour se bâtir une réputation, et une liste de clients. Il se concentre sur la défense pénale, principalement les affaires en col blanc, détournement de fonds, fraude, évasion fiscale, le genre d'affaires où les clients ont les moyens de payer des tarifs exorbitants. Son cabinet s'est agrandi pour atteindre environ 8 employés, 3 autres avocats, 2 assistants juridiques, et du personnel de soutien. Il gagnait probablement plus de 500 000 € par an, peut-être plus. Il ne donnait jamais de chiffres exacts, mais il adorait laisser des indices sur sa réussite. Le gars conduisait une Tesla, portait des montres Rolex oui, l'ironie est forte, et vivait dans une immense villa de banlieue, dans l'une de ces communautés fermées où le syndicat de copropriété vous donne une amende si votre herbe dépasse d'1 centimètre. Sa femme, Nicole, vient d'une famille riche. Son père possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans le sud de la Californie. Ils envoyaient leur fils, Austin, dans une école privée, partaient en vacances en Europe chaque été, et menaient fondamentalement un style de vie qui, selon Blake, prouvait qu'il avait réussi. Et Blake ne laissait jamais personne l'oublier. Chaque réunion de famille se transformait en sa bande-annonce personnelle. Des histoires sur sa dernière affaire médiatique, le fait de citer les noms des juges avec qui il jouait au golf, ou de mentionner quel procureur lui devait une faveur. Ma mère buvait ses paroles, parlant constamment de son fils, le brillant avocat à quiconque voulait l'entendre. Mon père était plus subtil, mais il était clairement fier des accomplissements de Blake. Blake et moi n'avons jamais été proches. Il a toujours eu ce complexe de supériorité, essayant constamment de me surpasser, ou de lancer des pics subtils sur ma carrière par rapport à la sienne. Ça doit être sympa de travailler pour quelqu'un d'autre, disait-il à propos de mon emploi à l'hôpital, ignorant commodément que je suis un spécialiste qui gagne très bien sa vie, pendant qu'il se noie dans les frais professionnels et l'acquisition de clients. Quand vas-tu ouvrir ton propre cabinet ? Demandait-il, comme si travailler dans un grand hôpital était une façon de se contenter de peu. La compétition entre nous remontait à l'enfance. Blake était l'aîné, l'enfant prodige, celui qui est entré dans la meilleure université, puis en école de droit. J'étais le petit frère qui a choisi la médecine, ce que mes parents ont soutenu, mais sans jamais le célébrer de la même manière. Quand Blake a réussi le barreau, mes parents lui ont organisé une immense fête, en invitant la moitié du quartier. Quand j'ai terminé ma spécialisation en cardiologie, nous avons fait un simple dîner en famille. Ça résume assez bien la dynamique. Ce qui m'irritait vraiment, c'était la façon dont Blake traitait Rachel et les enfants. Il faisait des commentaires condescendants sur le fait que Rachel travaillait à temps partiel, suggérant qu'elle gaspillait ses études en ne poursuivant pas une carrière à temps plein. Peu importe que Rachel ait fait un choix délibéré, pour avoir plus de flexibilité pour notre famille. Blake ne pouvait pas comprendre ce qui ne correspondait pas à sa propre définition du succès, revenu maximum, prestige maximum, tout au maximum. Avec Dylan et Sophie, Blake était, au mieux, méprisant. Il les comparait de manière défavorable à Austin, parlant des réussites de son fils dans son école privée, de ses résultats au test, et de ses projets pour les universités prestigieuses de l'Ivy League. Dylan était un bon élève dans son école publique, il se faisait facilement des amis, et excellait en sport. Mais pour Blake, c'était trop basique, rien d'impressionnant. La nature calme de Sophie la rendait pratiquement invisible à ses yeux. Il oubliait parfois son prénom, ou l'appelait la petite, quand il prenait la peine de la remarquer. L'ironie, c'est qu'Austin est un bon gamin, malgré l'éducation de Blake. Calme, poli, il semble presque gêné par les vantardises constantes de son père. Je le voyais jouer avec Dylan et Sophie lors des réunions de famille, agissant vraiment comme un bon grand cousin, et je me demandais comment il avait pu bien tourner avec Blake comme modèle. Peut-être que Nicole équilibrait les choses. Elle a toujours été plus terre à accent grave terre que son mari, même si elle supporte ses bêtises. La dynamique de mes parents, avec Blake et moi, était le cas classique de l'enfant chéri contre le bouc émissaire.
Blake ne pouvait pas faire d'erreur. S'il manquait un événement familial, c'était parce qu'il était trop occupé et trop important. Quand j'en manquais un à cause d'une intervention chirurgicale d'urgence, c'était plutôt « tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer ?» Le mode de vie coûteux de Blake était un modèle de réussite. Mes choix, plus modestes, étaient considérés comme un manque d'ambition. J'ai appris il y a des années à ne pas entrer dans son jeu. Qu'il garde la vedette, et son besoin de se sentir supérieur. J'avais ma carrière, ma famille, et ma propre définition du succès, qui ne nécessitait pas une validation constante. Mais cette dynamique, celle où Blake avait toujours raison et où j'étais censé m'effacer, a préparé le terrain pour ce qui est arrivé. Dans le monde de Blake, il était la figure d'autorité, et tout le monde, y compris moi, devait s'aligner. Cela incluait de le croire, lui, plutôt qu'un enfant de 10 ans. Il est marié à Nicole. Ils ont un fils de 15 ans, Austin. Blake traite ce gamin comme s'il l'entraînait à être le prochain juge de la Cour suprême. Tout tourne autour de l'héritage, du succès, et de se faire les bonnes relations. Pendant ce temps, mon approche avec Dylan et Sophie est plus simple. Soyez de bonnes personnes, travaillez dur, et traitez les autres avec respect. Un concept radical, je sais. Ma relation avec Blake est tendue depuis des années. Il est l'enfant chéri, l'avocat à succès, celui dont mes parents se vantent à la moindre occasion. Je suis juste le médecin. Une carrière solide, rien de tape à accent grave-l'œil, et ça ne vaut pas la peine d'en parler à moins qu'on ne le demande directement. Cette dynamique aurait probablement dû m'avertir de ce qui se préparait, mais on ne s'attend pas à ce que sa propre famille nous fasse ce coup-là. L'incident s'est produit un samedi, en juin 2023. Il y a presque 2 ans maintenant, mais ces souvenirs me frappent encore parfois, quand j'essaie de dormir. Je me réveille en pensant à mon fils, effrayé et confus dans un poste de police, et la rage revient, m'inondant à nouveau. Cette matinée avait commencé de manière tout à fait normale. Nous avions planifié la visite plus tôt dans la semaine. Ma mère avait appelé le mardi, pour nous demander si nous viendrions déjeuner le samedi. Elle voulait préparer ses fameuses lasagnes. Les enfants étaient excités, surtout Dylan. Il avait parlé toute la semaine de jouer au football avec papy, dans le jardin. Sophie était plus silencieuse à ce sujet, mais c'était son mode par défaut. Elle préférait rester à l'intérieur, avec des livres et du coloriage, plutôt que de courir partout. Le samedi matin, j'ai passé 1 heure à la maison, à revoir les dossiers des patients et les notes chirurgicales. J'avais un cas complexe prévu pour lundi, un remplacement de valve sur un patient de 62 ans avec une sténose sévère, et je voulais être prêt. Rachel a préparé le petit déjeuner pendant que les enfants regardaient des dessins animés. C'était une scène domestique paisible, qui semblait parfaitement ordinaire. Aucun signe avant-coureur n'indiquait que, dans quelques heures, nos vies allaient exploser. Rachel nous a conduits chez mes parents. Honnêtement, je suis un conducteur terrible, et elle s'est habituée à être mon chauffeur pour les visites familiales. Ce n'est pas que je ne sais pas conduire, c'est plutôt que je suis excessivement prudent, au point d'en être agaçant. Je roule à 20 km/h en dessous de la limite, j'utilise trop les freins, et je traite chaque insertion sur la route comme une opération militaire. Rachel est patiente face à cela, et prend le volant chaque fois que nous allons quelque part ensemble. Les enfants ne posent même plus la question. Maman conduit, papa navigue et gère la radio. Pendant tout le trajet, Dylan était surexcité, rebondissant sur son siège, et demandant si papy avait réparé le but de foot dans le jardin. Mon père avait promis de réparer le filet lors de notre dernière visite, et Dylan comptait bien là-dessus. Dylan a toujours été comme ça, énergique, enthousiaste pour tout, et confiant que les adultes tiendraient leurs promesses. Cette confiance était sur le point d'être brisée, de la pire façon possible. Sophie était assise calmement à côté de lui, regardant par la fenêtre, sans dire grand-chose. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle allait bien, mais elle se contentait de hocher la tête, et de me donner des réponses en un seul mot. Bien. Oui. D'accord. Je me souviens avoir pensé qu'elle était peut-être fatiguée, ou qu'elle voulait juste rester à la maison ce jour-là. Parfois, les enfants sont de mauvaise humeur à cause des obligations familiales. Si j'avais su ce qui nous attendait, j'aurais respecté cet instinct, fait demi-tour avec la voiture, et gardé mes enfants en sécurité. En y repensant, peut-être que Sophie ressentait quelque chose que je ne voyais pas. Les enfants ont parfois cet instinct. Ce sentiment que quelque chose cloche,
même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Elle avait toujours été plus prudente envers la famille de Blake que ne l'était Dylan. Dylan faisait confiance à tout le monde, jusqu'à ce qu'on lui donne une raison de ne pas le faire. Sophie observait d'abord, et décidait ensuite. Elle s'asseyait calmement lors des réunions de famille, regardait les interactions, et analysait l'ambiance d'une manière que la plupart des enfants de 6 ans ne font pas. Il y avait eu un incident, quelques mois plus tôt, où Blake s'était emporté contre Dylan parce qu'il courait trop près de sa voiture, inquiet pour les traces de doigts sur sa Tesla. Dylan avait été blessé par la dureté du ton, mais s'en était remis en quelques minutes. Sophie, qui regardait depuis le porche, a refusé de s'approcher de Blake pour le reste de cette visite. Elle manœuvrait physiquement pour garder quelqu'un entre elle et lui. Un évitement délibéré que Rachel et moi avions remarqué, mais sans la forcer. Les enfants ont le droit d'avoir des préférences envers leurs proches. Nous sommes arrivés vers 9 heures du matin. La famille de Blake était déjà là. Lui, Nicole, et Austin étaient assis dans le salon. Blake a à peine levé les yeux de son téléphone quand nous sommes entrés, me faisant juste un bref signe de tête, avant de retourner à l'email important qu'il était en train de lire. Ce type était toujours sur son téléphone, vérifiant constamment ses messages, comme s'il gérait une crise, même le week-end. Austin faisait ce que font les adolescents, collé à son écran, des écouteurs dans les oreilles, existant dans un monde numérique qui importait plus que le temps passé en famille. Nicole nous a accueillis chaleureusement, cependant. Elle a toujours été la moitié la plus sympathique de ce mariage. Elle a serré Rachel dans ses bras, a complimenté la robe de Sophie, et a posé des questions sur mon travail. De petites discussions normales, qui ont rendu la matinée confortable. Ma mère était dans la cuisine pour préparer le déjeuner, même si nous n'allions pas manger avant des heures. C'est le genre de personne qui commence à cuisiner à l'aube pour un repas à 13 heures, ayant besoin que tout soit parfait. Mon père était dehors en train de s'affairer avec le barbecue, même s'il était trop tôt pour commencer à cuire quoi que ce soit. C'était leur routine. Rester occupé, continuer à bouger, et s'assurer que tout soit parfait pour les réunions de famille. La première heure s'est déroulée comme d'habitude. Dylan a couru directement dans le jardin, comme s'il venait d'être libéré de captivité. Il a attrapé le ballon de foot dans le garage, et a commencé à dribbler sur l'herbe, organisant son propre match puisque papy bricolait encore avec le grill. Je pouvais l'entendre dehors, parler tout seul, commentant son propre match de foot comme le font les enfants. Dylan coupe à gauche, passe le défenseur, tire, et but. Sophie est restée près de Rachel, assise calmement sur le canapé, coloriant occasionnellement dans un livre qu'elle avait apporté. Elle avait tout un sac de matériel artistique. Des crayons, des feutres, des livres de coloriage, du papier à dessin. Elle s'installait dans un coin de la pièce, créant son propre petit monde, pendant que les adultes discutaient autour d'elle. C'était sa zone de confort, être présente, mais sans nécessairement participer. J'ai parlé avec mes parents du travail, de l'hôpital, des choses d'adultes ennuyeuses. J'ai partagé quelques histoires sur des cas récents. Rien avec des détails sur les patients, juste des anecdotes générales sur les défis de la cardiologie interventionnelle. Mon père posait des questions sur le côté technique, sincèrement intéressé par les procédures. Ma mère se contentait surtout d'écouter, commentant parfois à quel point mon travail devait être stressant. Blake intervenait de temps en temps avec des histoires sur sa dernière affaire, s'assurant que tout le monde sache à quel point il était brillant et bien connecté. Il défendait un PDG accusé d'avoir détourné des fonds de sa propre entreprise, et, de la façon dont Blake le racontait, il sauvait à lui seul un homme innocent d'un système judiciaire corrompu. Peu importait que les preuves soient apparemment assez accablantes. Dans la version de Blake, il était le héros, déjouant des procureurs paresseux. Ma mère buvait chacune de ses paroles, posant des questions de suivi, et exprimant son émerveillement devant ses prouesses juridiques. Mon père hochait la tête, clairement fier. Pendant ce temps, j'étais assis là, en train de penser que Blake facturait probablement 600 € de l'heure pour défendre des gens qui volaient leurs propres employés. Mais bon, ce n'était pas mon problème. C'était le protocole standard des réunions de famille. Chacun jouait son rôle attribué. Blake l'avocat à succès, moi le médecin stable, mes parents les grands-parents fiers, Rachel l'épouse d'un grand soutien, et les enfants, qui restaient des enfants. Une harmonie de surface, qui masquait toutes les dynamiques et tous les ressentiments sous-jacents. Puis, à 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. Une urgence à l'hôpital.
La voix de mon collègue était pressante. Un accident grave, une victime dans un état critique, un traumatisme cardiaque, il fallait l'opérer immédiatement, sinon le patient ne survivrait pas à l'après-midi. C'est la réalité du métier de cardiologue. Les urgences ne se soucient pas du fait que ce soit samedi, ou que vous soyez à un déjeuner en famille. Le cœur de quelqu'un cesse de fonctionner correctement, et soudain, vos projets de week-end n'ont plus aucune importance. Je me suis levé immédiatement. Rachel s'est portée volontaire pour me conduire. Elle savait que, dans une situation d'urgence, avoir quelqu'un qui savait vraiment bien conduire ferait gagner de précieuses minutes. Avant de partir, j'ai vérifié comment allaient les enfants. Dylan jouait dans le jardin, heureux comme tout. Sophie était toujours sur le canapé, avec son livre de coloriage. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, et je lui ai demandé de surveiller les enfants, et de leur donner à manger quand ce serait l'heure. Nous serions de retour dès que l'opération serait terminée. Elle a accepté immédiatement. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? C'étaient ses petits-enfants. Mes parents les avaient gardés des dizaines de fois auparavant, sans aucun incident. Je n'avais aucune raison de penser que cette fois serait différente. Si je pouvais retourner à ce moment-là, si j'avais eu la moindre idée de ce qui allait se passer, j'aurais pris mes 2 enfants, et je les aurais emmenés à l'hôpital pour qu'ils m'attendent dans la salle d'attente. Mais on ne sait pas ces choses-là. Vous faites confiance à votre famille pour faire le strict minimum, ne pas faire de mal à vos petits-enfants. Apparemment, c'était trop demandé. Rachel et moi sommes arrivés à l'hôpital en 20 minutes. Le patient était déjà préparé pour l'opération, et la situation était pire que ce qui avait été initialement rapporté. Un grave traumatisme thoracique, des ventricules endommagés, et une hémorragie interne qui remplissait la cavité péricardique. Nous avons passé 3 heures intenses dans cette salle d'opération, à travailler pour stabiliser le cœur, réparer les dommages, et refaire fonctionner le système cardiovasculaire de cette personne. L'opération a été un succès. À 13 heures, le patient était stable, transféré aux soins intensifs, avec un bon pronostic de rétablissement. J'ai ressenti cette poussée familière de satisfaction. Une autre vie sauvée, une autre famille qui n'aurait pas à planifier des funérailles. Rachel et moi avons pris un déjeuner rapide à la cafétéria de l'hôpital, puis nous sommes retournés chez mes parents pour récupérer les enfants. Nous sommes arrivés vers 14 heures. À la seconde où j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Dylan n'était pas là. Son rire, son énergie constante, le bruit de ses pas en courant, tout avait disparu. Le salon était d'un calme de mort. Sophie était recroquevillée sur le canapé, le visage pâle, ayant l'air encore plus petite que ses 6 ans. Mes parents étaient assis en face d'elle, l'air mal à l'aise. Toute la famille de Blake était là, silencieuse aussi, avec cette tension étrange dans l'air qui m'a noué l'estomac. Dès que Sophie a vu Rachel, elle a sauté du canapé et a couru vers elle, s'agrippant à Rachel comme si elle se noyait, et que Rachel était un radeau de sauvetage. Ses petites épaules tremblaient. Puis, elle a regardé Rachel et a dit de cette toute petite voix effrayée, « Maman, la police a emmené Dylan. » Le temps s'est arrêté. Je n'arrivais littéralement pas à assimiler ce qu'elle venait de dire. La police? Dylan? Mon fils de 10 ans, qui était censé jouer dans le jardin. Les mots n'avaient aucun sens ensemble, comme si j'entendais quelqu'un dire que le soleil s'était levé à minuit. Je me suis retourné brusquement vers mes parents, puis vers Blake. Où est Dylan? Qu'est-ce que ça veut dire, la police l'a emmené? Blake s'est levé lentement, avec cette expression calme et exaspérante sur le visage. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ton fils a volé ma Rolex, d'une valeur d'environ 15 000 €. Il ne voulait pas l'avouer et la rendre, alors j'ai appelé les flics. » La pièce a chaviré. J'ai dû littéralement m'appuyer contre le mur, car la rage et la confusion m'ont frappé si fort que j'en ai eu des vertiges. « Tu as appelé la police pour mon fils de 10 ans? Tu es complètement malade. » Il m'a volé, a dit Blake, comme s'il expliquait des mathématiques de base. Les actions ont des conséquences. Les flics vont lui apprendre à se comporter correctement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je me suis tourné vers mes parents, attendant qu'ils m'expliquent que c'était une sorte de blague de mauvais goût, qu'ils étaient évidemment intervenus, qu'ils avaient évidemment arrêté cette folie. Mais ils restaient assis là, silencieux, fuyant mon regard. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Mon père avait l'air fatigué.
Aucun d'eux n'a dit un mot pour défendre leur petit-fils. Papa, ai-je dit, la voix tremblante d'une fureur à peine contrôlée, tu as laissé emmener Dylan? Ton petit-fils? Il a 10 ans. Mon père a finalement pris la parole, d'une voix basse. Blake a dit que Dylan avait volé la montre. Nous avons demandé à Dylan plusieurs fois s'il l'avait prise. Il continuait de dire que non, mais Blake en était certain. La police est venue, et a emmené Dylan au poste pour l'interroger. Pour l'interroger? J'ai répété les mots lentement. Vous avez laissé la police emmener mon enfant pour l'interroger, sans m'appeler d'abord? Tu étais en pleine opération chirurgicale, a dit faiblement ma mère. Nous ne voulions pas te déranger pendant une urgence. La logique était tellement tordue que j'en ai ri nerveusement. Donc, à la place, vous avez laissé la police emmener mon fils, et vous avez traumatisé ma fille en lui faisant regarder la scène? Blake est intervenu, toujours avec ce ton calme et exaspérant. Dylan continuait de mentir en disant qu'il n'avait pas pris la montre. Parfois, les enfants doivent apprendre à la dure que le mensonge a des conséquences. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. L'instinct protecteur d'un parent, la rage face à cette injustice, la trahison absolue par ma propre famille, tout cela s'est cristallisé en une fureur froide et concentrée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le poste de police, en demandant où était mon fils, et en exigeant de parler à quiconque s'occupait de son cas. Ils ont confirmé que Dylan était là, en train d'être interrogé pour vol. Je leur ai dit que j'étais son père, que je n'avais jamais été prévenu, et que j'arrivais immédiatement. Ensuite, je me suis tourné vers Blake et je lui ai dit très clairement, tu viens de détruire ta propre vie. J'espère que cette montre en valait la peine. Il a même eu un petit sourire narquois. Ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un interrogatoire. Rachel et moi sommes partis immédiatement, en emmenant Sophie avec nous. Pendant tout le trajet vers le poste, Sophie a tenu la main de Rachel, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a dit d'une toute petite voix, Dylan n'a rien pris. J'étais avec lui tout le temps. Oncle Blake ment. Au poste de police, j'ai trouvé mon fils assis dans une salle d'interrogatoire. Un enfant de 10 ans dans une pièce conçue pour briser les criminels adultes. La pièce était exactement comme on l'imagine. Des murs gris, une table en métal fixée au sol, et ce miroir sans teint dont tout le monde connaît l'existence. Dylan avait l'air si petit sur cette chaise, écrasé par le mobilier institutionnel. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Tout son langage corporel hurlait la peur et la confusion. Quand il m'a vu entrer, son visage s'est décomposé. Il a bondi de sa chaise et a couru vers moi, jetant ses bras autour de mon cou, son petit corps secoué par des sanglots qu'il avait retenus. Je pouvais sentir à quel point il était tendu, crispé par le stress et la peur. Les enfants ne sont pas censés ressentir ça. Ils sont censés se sentir en sécurité, protégés, rassurés. Mon fils se sentait comme un animal coincé dans un coin. « Papa, je n'ai pas pris la montre », a-t-il dit entre deux sanglots, la voix étouffée contre ma chemise. « Je te jure que je ne l'ai pas prise. » Je leur ai dit plein de fois, mais personne ne me croit. Oncle Blake n'arrête pas de dire que je mens, mais c'est faux, papa. Je te le jure. Le désespoir dans sa voix m'a brisé le cœur. C'était un gamin qui n'avait jamais eu d'ennui, qui n'avait jamais menti sur quoi que ce soit d'important, et qui était soudainement traité comme un criminel. Je l'ai serré dans mes bras, sentant mon cœur se briser et ma rage monter en même temps. Je te crois, mon grand. Je sais que tu n'as rien pris. On va régler ça. Il n'arrêtait pas de me poser les mêmes questions, encore et encore, a poursuivi Dylan, les mots se bousculant maintenant qu'il se sentait en sécurité. Où as-tu caché la montre? Pourquoi l'as-tu prise? Qu'en as-tu fait? Je n'arrêtais pas de dire que je ne l'avais pas prise, mais il ne voulait pas m'écouter. Oncle Blake était là aussi, leur disant que je mentais. Pourquoi dirait-il ça, papa? Pourquoi mentirait-il sur moi? C'est ça qui m'a le plus détruit. Dylan ne pouvait pas comprendre pourquoi un adulte en qui il avait confiance l'accuserait à tort. Sa vision du monde était simple, les adultes disaient la vérité, les adultes protégeaient les enfants, surtout la famille. Blake avait brisé cette confiance fondamentale. L'officier chargé de l'affaire, un certain Wright, s'est approché avec son rapport. Il avait la quarantaine, l'air fatigué, approchant probablement de la fin de son service. Le garçon maintient qu'il n'a pas pris la montre.
Nous l'avons interrogé pendant environ 90 minutes, maintenant. Sans preuve ou sans aveu, nous ne pouvons pas vraiment aller plus loin. Nous devrons attendre que le plaignant fournisse plus de preuves du vol. 90 minutes, ai-je répété, en gardant une voix posée alors que j'avais envie de hurler. Vous avez interrogé mon fils de 10 ans pendant 90 minutes, sans la présence de ses parents? Sans même nous appeler d'abord? Wright a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre, sans vraiment croiser mon regard. La plainte venait de son oncle, un avocat très respecté dans la communauté. Blake est bien connu du département, il a travaillé avec nous sur de nombreuses affaires. Les grands-parents ont confirmé qu'ils avaient la tutelle légale à ce moment-là, puisque vous étiez injoignable pendant l'opération chirurgicale. Nous avons suivi le protocole pour l'interrogatoire d'un mineur sous supervision. Le protocole. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Est-ce que ce protocole incluait de vérifier si la montre avait réellement disparu? Ou avez-vous simplement cru mon frère sur parole, et traîné mon enfant avec des menottes en vous basant sur rien d'autre que son accusation? Avez-vous vérifié que quelque chose avait réellement été volé, avant de traumatiser un enfant de 10 ans? L'expression de Wright a changé, un éclair de quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou la réalisation qu'ils avaient fait une énorme erreur. Nous agissons de bonne foi quand les plaintes viennent d'avocats et de membres de la famille. Blake a insisté sur le fait que la montre avait été volée pendant la visite, et que votre fils était la seule personne qui aurait pu la prendre. Il était très convaincant dans ses certitudes. Je suis sûr qu'il l'était. Mon frère est très doué pour être convaincant. C'est littéralement son métier. Mais être convaincant ne lui donne pas raison. Je luttais pour garder ma voix calme et professionnelle, alors que je voulais commencer à tout casser. Et les menottes? C'était aussi le protocole? Wright avait l'air encore plus mal à l'aise. Les menottes n'étaient pas strictement nécessaires, compte tenu de l'âge de l'enfant et de la nature non violente de l'accusation. Mais Blake, l'oncle, a insisté pour que l'on applique la procédure d'arrestation standard. Il a dit qu'il était important que le garçon comprenne la gravité des accusations de vol. Que, parfois, les enfants doivent subir les conséquences pour apprendre. Cela scellait tout. Blake ne s'était pas contenté d'appeler les flics. Il avait spécifiquement demandé qu'il traumatise Dylan, qu'il le menotte, qu'il le traite comme un dangereux criminel, tout cela pour lui donner une leçon sur un vol qui n'avait jamais eu lieu. Ce n'était pas une histoire de montre disparue. C'était une question de pouvoir, Blake affirmant sa domination, et voulant remettre mon enfant à sa place. Je veux déposer une plainte officielle, ai-je dit, d'une voix froide et précise. Contre mon frère pour avoir fait une fausse déclaration, et contre quiconque a autorisé l'interrogatoire d'un mineur pendant 90 minutes sans en informer les parents. J'ai aussi besoin de copies de tout. Le rapport, les notes de l'interrogatoire, les enregistrements si vous en avez, absolument tout. Chaque mot, chaque document, chaque élément de preuve qui montrera exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Wright a hoché lentement la tête, ayant l'air de comprendre que cette situation était sur le point de devenir un problème majeur pour toutes les personnes impliquées. Je peux arranger ça. Mais monsieur, je dois vous dire, votre frère a des relations importantes avec le département. De nombreux officiers ici ont travaillé professionnellement avec lui. Le capitaine le considère comme un ami. Ça pourrait devenir compliqué, si vous donnez suite à cela. Laissez ça devenir compliqué, ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. Je me fiche qu'il soit le meilleur ami du chef de la police et du gouverneur. Il a traumatisé mon enfant pour une chose que mon enfant n'a pas faite. Ça va avoir des conséquences. Et si ces conséquences mettent certaines personnes mal à l'aise, eh bien, ils auraient dû y penser avant de menotter un enfant de 10 ans, en se basant uniquement sur la parole de son oncle. Wright a de nouveau hoché la tête, l'air résigné. Je vais vous procurer ces copies. Pour ce que ça vaut, votre fils a été constant dans ses dénégations tout au long de l'interrogatoire. Il n'a jamais faibli, il n'a jamais changé sa version. Il n'a montré aucun des signes comportementaux typiques du mensonge. Je l'ai noté dans mon rapport. Alors pourquoi continuer à l'interroger pendant 90 minutes? Parce que votre frère continuait d'insister sur le fait que nous ne mettions pas assez de pression. Que le garçon était un menteur habile. Que nous devions pousser plus fort pour obtenir la vérité. Il était très persistant. Bien sûr qu'il l'était. Blake a probablement apprécié de voir Dylan se tortiller sur sa chaise. Il a apprécié de démontrer son pouvoir. Il a apprécié toute la mise en scène.
Nous avons ramené Dylan et Sophie à la maison. Rachel a commandé des pizzas, car cuisiner était la dernière chose que nous avions en tête. Dylan était assis sur le canapé entre nous, tremblant encore de temps en temps, semblant plus petit qu'il ne devrait l'être. Sophie était assise de l'autre côté de Rachel, lui tenant la main. Les deux enfants étaient traumatisés par des aspects différents du même cauchemar. Cette nuit-là, après que les enfants se soient enfin endormis, Rachel et moi nous sommes assis dans notre chambre, et avons planifié notre prochaine étape. J'ai appelé un ami de l'école de médecine, qui s'était orienté vers le droit de la responsabilité médicale, et je lui ai demandé une recommandation pour un avocat qui s'occupait des fausses accusations et des fautes policières. Il m'a donné un nom, Jennifer Walsh, une avocate spécialisée dans exactement ce genre d'affaires. Le lundi matin, j'ai pris un jour de congé, et je suis allé voir Walsh. J'ai apporté tous les documents de la police, j'ai expliqué toute la situation, sans rien cacher des relations de Blake, ni de la complicité de mes parents. Elle a tout écouté, a pris des notes, puis s'est adossée à sa chaise, avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à lire. C'est grave, a-t-elle fini par dire. Mais c'est aussi incroyablement attaquable en justice. Votre frère a déposé un faux rapport de police. L'officier a violé la procédure, en ne vous informant pas immédiatement lorsque votre enfant mineur a été placé en garde à vue. Et il y a la question de la montre elle-même. Votre frère a-t-il seulement prouvé qu'elle avait réellement disparu? Aucune idée, ai-je admis. Pour ce que j'en sais, il l'a posée quelque part et a oublié où. Ou bien il ment complètement, juste pour faire une démonstration de force. Alors on commence par là, a dit Walsh. Nous exigeons des preuves que la montre a été volée. Nous exigeons les dossiers et les enregistrements de l'interrogatoire. Nous documentons tout ce qui a été fait à votre fils, et nous montons un dossier non seulement contre votre frère, mais aussi contre le département de police pour la façon dont ils ont géré cela. Les relations de votre frère l'ont peut-être mené jusqu'ici, mais elles ne le protégeront pas face à des fautes professionnelles documentées. Au cours de la semaine suivante, Walsh a déposé des requêtes et des mises en demeure. Le département de police a été contraint de remettre tous les dossiers de l'interrogatoire de Dylan. Nous avons obtenu les enregistrements de toute la scène. 90 minutes de mon enfant effrayé, insistant sur le fait qu'il n'avait pas pris la montre, tandis que les officiers et Blake le pressaient d'avouer. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais écoutées. Entendre la voix de Dylan devenir de plus en plus petite, de plus en plus effrayée, à mesure que l'interrogatoire se poursuivait. L'enregistrement a également capturé Blake, en train de dire aux officiers comment interroger Dylan, quelles questions poser, et comment faire pression sur lui. Un avocat utilisant ses connaissances des tactiques d'interrogatoire contre son propre neveu. Cet enregistrement, à lui seul, suffisait à me retourner l'estomac. Walsh a également assigné à comparaître les dossiers financiers et les relevés téléphoniques de Blake, cherchant des preuves que la montre existait bien, et qu'elle avait réellement disparu. Il s'est avéré que Blake avait déposé une réclamation d'assurance pour cette montre, 6 mois plus tôt, affirmant qu'elle était endommagée au-delà de toute réparation possible. Il avait touché 14 000 € de sa compagnie d'assurance. La montre qu'il prétendait que Dylan avait volée n'existait même plus, ou alors Blake commettait une fraude à l'assurance, en plus de déposer un faux rapport de police. Lorsque Walsh a présenté ses preuves au procureur du district, ils ont immédiatement ouvert une enquête. Les relations de Blake ne comptaient soudainement plus autant, alors qu'il faisait potentiellement face à de multiples accusations de crime. Le bureau du procureur adorait les affaires impliquant des avocats corrompus, cela faisait bonne presse, et aidait à redorer la réputation de la profession juridique. Pendant que tout cela se passait, mes parents ont commencé à appeler. D'abord ma mère, en pleurant, demandant pourquoi je faisais escalader les choses inutilement. Puis mon père, utilisant sa voix sévère, me disant que je déchirais la famille pour un malentendu. Blake a appelé aussi, alternant entre me menacer de poursuites judiciaires, et essayer d'agir comme si nous pouvions régler ça entre nous. Je les ai tous bloqués. Chaque numéro, chaque adresse email, tous les moyens possibles qu'ils avaient de me contacter. Rachel a fait de même. Nous avions fini d'être les membres de la famille qui avalaient les mauvais traitements au nom du maintien de la paix. Mes parents se sont présentés chez nous un soir, 3 semaines après l'incident. Je les ai vus par la fenêtre. Ils avaient des sacs cadeaux, pensant probablement qu'ils pouvaient arranger les choses avec des cadeaux pour les enfants. Je n'ai même pas ouvert la porte. J'ai crié à travers celle-ci, « Partez maintenant, ou j'appelle les flics. » « Carter, s'il te plaît, » a répondu ma mère.
Nous devons en parler comme des adultes. Les adultes ne laissent pas leurs petits-enfants se faire arrêter à cause de mensonges, ai-je répliqué. Les adultes ne prennent pas le parti d'un menteur contre la victime. Foutez le camp de ma propriété. Mon père a essayé à son tour. Fils, Blake a fait une erreur. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? C'est ton frère. C'est ce qui m'a fait exploser. Il a cessé d'être mon frère quand il a menotté mon fils. Vous avez cessé d'être mes parents quand vous avez laissé faire. Ce n'est pas une erreur. C'était un choix. Vous avez tous fait des choix. Maintenant, c'est à vous d'en assumer les conséquences. Ils sont finalement partis, mais pas avant que je n'appelle le 911 pour les signaler pour intrusion, et pour tentative d'intimidation de témoins. La police l'a documenté, et l'a ajouté au dossier qui ne cessait de grossir. Chaque action qu'ils entreprenaient pour essayer de faire disparaître cette histoire ne faisait que creuser leur tombe un peu plus. Le processus légal a suivi son cours. Dylan a été examiné par un pédopsychiatre, qui a documenté le traumatisme lié à son interrogatoire, anxiété, cauchemar, peur de la police, problème de confiance. Le rapport était accablant, brossant un tableau clair de la façon dont cet incident avait endommagé un enfant qui n'avait rien fait de mal. Blake a été inculpé pour fausse déclaration à la police, et tentative de fraude à l'assurance. Wright, l'officier qui avait mené l'interrogatoire, a été inculpé pour violation de procédures concernant des mineurs, et violation des droits constitutionnels. Mes parents n'ont pas été inculpés pénalement, mais j'ai demandé une ordonnance restrictive permanente contre eux, citant la détresse émotionnelle causée à mes enfants, et leur rôle complice dans cette fausse accusation. Blake a essayé d'utiliser ses relations pour faire disparaître tout ça. Il a fait appel à des faveurs, a contacté des collègues, a essayé de faire pression sur le bureau du procureur pour abandonner les charges. Mais les preuves étaient trop solides, l'affaire trop publique. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire, un avocat de renom accusé d'avoir déposé un faux rapport contre son neveu. Sa réputation s'effondrait en temps réel. Le procès de Wright a eu lieu en premier. Avec toutes les preuves que Walsh avait rassemblées, ce fut brutal. L'enregistrement de l'interrogatoire de Dylan a été diffusé au tribunal. Le juge et le jury ont entendu la voix de mon fils de 10 ans, effrayé et confus, insistant sur le fait qu'il n'avait pas pris la montre, tandis que Wright et Blake le pressaient d'avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait. Wright a essayé de se défendre, affirmant qu'il avait suivi le protocole, et qu'il n'avait aucune raison de douter de la version de Blake. Mais les violations étaient claires, absence de notification immédiate aux parents, interrogatoire prolongé d'un mineur sans la présence d'un avocat ou d'un parent, et autorisation accordée à un civil, Blake, de diriger l'interrogatoire. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. Wright a été condamné à 3 ans de prison, renvoyé de la police, et définitivement interdit d'exercer dans les forces de l'ordre. Il a également été condamné à verser 1,5 million d'euros de dommages et intérêts à Dylan. Je l'ai regardé pleurer au tribunal lors de la lecture de la sentence, sa carrière et sa vie détruites par ses propres choix. Le procès de Blake a suivi, et si celui de Wright avait été brutal, celui de Blake fut dévastateur. La preuve de la réclamation d'assurance, combinée au faux rapport de police, dressait le portrait d'un homme qui avait soit commis une fraude, soit accusé un enfant à tort pour couvrir sa propre erreur. L'enregistrement, où on l'entendait coacher Wright pendant l'interrogatoire de Dylan, a montré une cruauté calculée envers son propre neveu. L'avocat de Blake a tout essayé, des témoins de moralité parlant de son service à la communauté, de son cabinet d'avocats prospère, de sa famille. Mais rien de tout cela ne pesait lourd face à l'enregistrement de Dylan en train de pleurer, pendant que Blake faisait pression sur les officiers pour le briser. Le jury a vu un homme de pouvoir utiliser sa position et ses relations pour traumatiser un enfant, et ils n'ont pas laissé passer ça. Coupable des 2 chefs d'accusation, 4 ans de prison, 500 000 euros de dommages et intérêts à verser à Dylan, et une radiation définitive du barreau. Son cabinet d'avocats a fermé dans la semaine qui a suivi le verdict. Toutes ces relations dont il s'était vanté pendant des années se sont évaporées du jour au lendemain. Il s'avère que, lorsque vous êtes un avocat radié, confronté à une peine de prison, votre réseau professionnel décide subitement qu'il ne vous connaissait pas si bien que ça. J'ai regardé Blake s'effondrer au tribunal lorsque la radiation a été annoncée. Toutes ces années à construire son cabinet, sa réputation, son réseau, tout avait disparu. Nicole était assise dans la rangée du fond, l'air anéanti, calculant probablement comment subvenir aux besoins d'Austin et d'elle-même,
avec Blake en prison et sans aucun revenu. Une part de moi se sentait mal pour elle et Austin. Il n'avait rien fait de mal, mais Blake avait fait ses choix, et sa famille devrait vivre avec les conséquences à ses côtés. Mes parents n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, mais l'ordonnance restrictive a été accordée, une restriction permanente leur interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de Rachel, de Dylan, ou de Sophie. Aucun contact, sous quelque forme que ce soit. Le juge a été clair dans sa décision, leur incapacité à protéger leur petit-fils, et leurs tentatives ultérieures de nous intimider pour abandonner les charges, montraient qu'ils constituaient une menace continue pour le bien-être de ma famille. Ma mère a pleuré au tribunal lorsque l'ordonnance a été lue. Mon père était assis là, donnant l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Je n'ai rien ressenti. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de froid, mais ils avaient choisi Blake plutôt que Dylan. Ils avaient regardé la police emmener leur petit-fils de 10 ans, et n'avaient rien fait pour l'empêcher. Ce n'est pas le genre de choses qu'on pardonne, juste parce qu'ils le regrettent maintenant. Après les procès, la vie est lentement revenue à la normale. Dylan a passé quelques mois difficiles, avec des cauchemars impliquant la police, de l'anxiété lorsqu'il voyait des agents en public, et des problèmes de confiance qui ont nécessité un travail avec un conseiller. Mais les enfants sont résilients. Avec le temps et du soutien, il a guéri. Les cauchemars se sont estompés. Son sourire est revenu. Il a rejoint l'équipe de football de son école, et est devenu l'un de leurs meilleurs joueurs. Sophie est sortie davantage de sa coquille, après que nous avons coupé les ponts avec mes parents et Blake. Il s'avère qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise avec eux, mais sans pouvoir exprimer pourquoi. Les enfants ressentent parfois des choses que les adultes ne voient pas. Elle a 8 ans maintenant, elle est plus confiante, et elle parle et rit vraiment pendant les dîners de famille, au lieu de rester assise silencieusement. Retirer les membres toxiques de la famille lui a donné l'espace nécessaire pour être elle-même. Rachel a maintenu notre famille unie à travers tout cela. Elle a été la présence stable, quand j'étais consumé par la rage et les procédures judiciaires. Elle a maintenu une routine stable pour Dylan et Sophie, et s'est assurée qu'ils se sentent en sécurité et aimés, malgré le chaos. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une partenaire comme elle, mais j'en suis reconnaissant tous les jours. 2 ans plus tard, nous sommes dans une bonne situation. Dylan a 12 ans maintenant, il s'épanouit à l'école, et c'est le joueur vedette de son équipe de foot. Quand je le regarde jouer, je me souviens parfois de cet enfant de 10 ans effrayé dans le poste de police, et je me sens reconnaissant qu'il l'ait surmonté. Sophie a 8 ans, toujours plus calme que son frère, mais sincèrement heureuse. Elle n'a pas mentionné ses grands-parents une seule fois en 2 ans, et je n'aborde pas le sujet. Quant à mes parents et à Blake, j'ai bloqué toute forme de contact. D'autres membres de la famille me contactent de temps en temps, suggérant que je devrais pardonner et renouer les liens. À chaque fois, soit je raccroche, soit je m'en vais. Il n'y a rien à discuter. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Quand vous laissez la police menotter et traumatiser votre petit-fils de 10 ans pour un mensonge, il n'y a pas de retour en arrière possible. Blake purge sa peine et, d'après ce que j'entends dire par la rumeur, la prison n'a pas été tendre envers un ancien avocat. Wright est dans un établissement différent, passant probablement un moment tout aussi difficile en tant qu'ancien flic. Leurs choix ont détruit leur vie, et ça ne m'empêche pas de dormir. Mes parents ont essayé de se présenter à l'école de Dylan une fois, pensant apparemment qu'ils pourraient le voir pendant la récréation. L'école avait reçu des copies de l'ordonnance restrictive, et m'a appelé immédiatement. J'ai appelé la police, ils se sont déplacés, et ont documenté la violation. Mes parents n'ont pas réessayé depuis. Un jour, ils comprendront que la relation est terminée. Ils ont fait leur choix. Ils doivent vivre avec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer d'autres histoires, et de meilleure qualité. Merci.